Cher prof, je suis obligée de faire mes cahiers de vacances pendant que tout le monde est à la plage. Aidez-moi, je dois faire un exposé sur Darwin. Oh, c'est pas de chance. Pauvre gamine. Je déteste qu'on oblige les gosses à bosser en été. Tes parents font de la compta pendant leur congé, eux. Je vais t'aider, mon petit. On pourrait croire que Darwin était bon élève, bosseur et passionné. Pas du tout. Charles, regardez comment ce chirurgien soigne aisément mon furoncle. Fiston, Charles. Plutôt que faire médecine comme l'espérait son père, Oh là. il préférait regarder les papillons. En 1831, à 22 ans, faute de mieux, Darwin embarque sur le Beagle, mené par un esclavagiste, le capitaine Fitzroy. Il lui aurait dit « Toi, j'aime, toi, t'as du caractère, ça se voit à ton nez. » De Rio à Tahiti, en passant par les Galapagos, Darwin étaya sa fameuse théorie de l'évolution. Les êtres vivants les mieux adaptés à leur environnement survivent. Hey! Atoll! Oh, fascinating. Vous croyez qu'il publia ses recherches et fut couvert de gloire? Eh bien non. En 1836, il rentra chez lui, étudia les crustacés et épousa sa cousine pour lui faire 10 enfants. On raconte qu'il n'arrivait pas à bosser plus de 20 minutes par jour. Il souffrait d'une dépression qu'il soignait à sa façon. Pain de siège à l'eau vinaigrée et chaînes électriques. Mais 20 ans plus tard, d'Extrême-Orient, il reçoit une lettre d'un naturaliste nommé Wallace. What? Mr. Darwin, je vous soumets une théorie que j'ai appelée tendance de variété à s'éloigner définitivement de l'original. But it is my theory! Là, il se bouge enfin un peu. Et en 1859, il publie L'origine des espèces. Et après, il a eu le prix Nobel, la gloire, les filles, tout ça. Il y eut surtout une vive controverse. Comme Darwin avait la santé fragile, il resta dans sa campagne, à découper les caricatures qu'on faisait de lui et à étudier les vers de terre. Tu fais quoi encore? Ne me blâmez pas, je joue du piano pour voir l'effet des ondes sonores sur ces magnifiques vers de terre. Mais c'est super triste. Pas plus que de bosser pendant ses vacances. Si vous voulez tout savoir sur Darwin et réviser votre brevet facile, tapez Tsumora Mohamed sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Comment ils font leur bébé, les mamans et les papas dinosaures? Pour étudier comment s'accouplaient les dinosaures, il faudrait déjà savoir comment ils étaient équipés sexuellement. Or, les amis, je suis désolé de vous l'apprendre, mais des zizis de dinos, on n'en trouve pas. Ça ne se fossilise pas très bien, ces trucs. Oh ben, y a rien. Le paléontologue Kenneth Carpenter, dans son livre « Eux ni bébé dinosaure », donne son avis sur les attributs mâles en ces termes chastes. Chez le dino, rien ne pend dans la brise. Ici, Carpenter veut dire par là que les dinosaures n'ont pas de pénis qui traîne. Dommage, cela pourrait justifier le caractère de cochon de Godzilla. L'hypothèse de Carpenter est liée au fait que le dinosaure est l'ancêtre de l'oiseau. Or, les oiseaux comme le pigeon n'ont pas de pénis. Mais ils ont un trou qui s'appelle le cloaque. Avec lui, c'est 3 en 1, comme le shampoing. Miction, défécation, reproduction. Pareil chez le dino. Miction, défécation, reproduction. Pour s'accoupler, les oiseaux, et on suppose les dinosaures, procèdent à ce qu'on appelle le baiser cloacal. En gros, en faisant frotti-frotta avec leurs orifices. Ça marche bien quand on est un oiseau, mais quand on est un T-Rex avec une queue rigide, c'est autre chose. Allez, vas-y! Je sens rien! Certains spécialistes pensent que les dinosaures optaient pour une position plus pépère, couchés, ventre contre ventre. Je rêve où t'as gardé tes pantoufles! Les oiseaux n'ont certes pas de pénis, mais il y en a un qui fait exception, le canard, qui a des érections de 17 cm très soudaines, voire même explosives. Bon, elle est où, la chèvre? Si les dinosaures étaient aussi bien équipés que le canard, alors le T-Rex aurait eu, toute proportion gardée, un pénis d'environ 3 mètres. D'autres pensent que le dino avait un tout petit zizi, comme le crocodile, ce qui aurait donné un sexe de seulement 25 cm pour un T-Rex de 12 mètres.
Je peux pas me toucher. Mais les scientifiques ne savent pas trop. Comme on dit, les avis divergent. Si vous voulez en savoir plus sur le Kamasutra des dinos, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, si je bosse dur et que je choisis science, option paléontologie, est-ce que je peux avoir une vie aussi formidable qu'Indiana Jones? Oh, vous croyez que tous les scientifiques ont la même chance qu'Indiana? Alors, vous ne connaissez pas l'expédition de Guillaume le Gentil. En 1760, ce sympathique astronome eut une super idée. Mère, je pars aux Indes observer le passage de Vénus devant le Soleil. Prudent, il se mit en route 1 an avant la date de l'événement. À l'époque, sans le canal de Suez, un tel voyage était très long. Si long que le fameux jour du passage de Vénus devant le Soleil. Le Gentil était encore en mer, où il était impossible de faire des mesures correctes. Aïe! Heureusement, le Gentil était du genre optimiste. Je vais attendre ici le prochain passage de Vénus, dans 8 ans. Il se fabriqua un observatoire en Inde et attendit patiemment 8 longues années, jusqu'au jour où Vénus arriva, mais derrière un nuage. Ça, c'est de l'expédition bien pourrie. Mais d'autres chercheurs n'ont pas eu de bol, même sans bouger de chez eux. Prenez Max Planck, prix Nobel de physique pour la théorie des quanta. Sa femme meurt en 1909. Oh, Bertha, meine Atome d'amour. Puis son fils est tué pendant la Première Guerre mondiale. Tiens, ça c'est pour l'Alsace. Ensuite, une de ses filles jumelles meurt en couche. Rosa, pourquoi dans cette tenue? Enfin, en 1944, une bombe tombe sur sa maison et brûle tous ses carnets de recherche. Et ça, c'est pour la Lorraine. De son côté, Albert Einstein ne faisait partie d'aucun gratin scientifique. Einstein, s'il vous plaît, tirez la langue. Malgré l'intelligence qu'on lui connaît aujourd'hui, il bossait à l'office des brevets où il s'emmerdait ferme. Que faites-vous, Herr Einstein? Une grosse idée. Pour s'occuper, il écrivait des articles scientifiques, comme celui intitulé « Des fluides des pailles », qui passa totalement inaperçu, éclipsé par celui de Planck sur les quantas, publié dans la même revue. Même après avoir écrit sur la théorie de la relativité restreinte, on lui refusa sa demande pour être prof du secondaire. Quelle loose! Vas-y, bouffon. C'est faux les foires, tous les losers que la science a engendrés. Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez relativement moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bonjour prof, c'est Jean-Luc. Si l'homme peut aller sur la Lune, pourquoi qu'il n'est pas encore capable de creuser un trou pour aller voir dans le centre de la Terre? Qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre Jean-Luc, qu'il suffit de creuser un trou? C'est pas si facile, vous savez. Les Russes ont bien essayé de forer un trou de 12 km, ici, dans la péninsule de Kola. Et depuis, on n'a jamais pu creuser plus profond que ça. Retournez-vous, s'il vous plaît. Trou de Kola très pudique. En 1989, quand on atteignait les 12 262 mètres de profondeur, la température était devenue insoutenable, à tel point qu'on croyait avoir atteint les enfers. Les foreurs ont glissé un micro, afin de voir si on entendait les cris des damnés. Vodka. Le forage a été interrompu car il devenait tout simplement impossible techniquement. En effet, une tige de forage, même bâtie dans le meilleur des matériaux, si elle fait plus de 6 km, elle casse sous son propre poids. La solution, c'est qu'elle soit plus fine au fond du trou qu'à la surface. Mais pour creuser un trou de 30 km de profondeur et de 50 cm de diamètre, Plus vite, Sergei. il faudrait que la tête de forage fasse 74 mètres de diamètre. Il existe un film de science-fiction américain, The Core, dans lequel les héros atteignent le noyau de la Terre, où les pressions et les températures sont insupportables.
Pour y résister, les chercheurs créent l'impossiblium, une matière idéale pour fabriquer leur vaisseau. L'impossiblium résiste à tout. Impossible de le fondre, de le perforer ou de le détruire. Alors comment vous allez faire pour fabriquer un vaisseau avec si vous ne pouvez même pas le percer pour serrer les boulons? Gros malin. Un type géophysicien, monsieur David Stevenson, eut une idée folle. Larguer une bombe nucléaire de plusieurs dizaines de mégatonnes dans un trou. Ensuite, faites couler 100 000 tonnes de fer fondant. Jetez-y une petite capsule qui sera emmenée directement au centre de la Terre et fera des relevés par ondes acoustiques. Fastoche. Parce que c'est beau. Je vais me fâcher! Plutôt que de transformer la terre en gruyère, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, il y a deux animaux que je déteste particulièrement, le pigeon et le chat. Est-ce normal? Ah, une question d'éthologie. Super. Les éthologues se tuent à nous démontrer que les animaux sont fascinants. Même un vulgaire pigeon. Grâce à eux, on sait qu'il y a dans cet affreux bourrelet au-dessus du bec du pigeon des cristaux de magnétite, sensibles au magnétisme terrestre. Le pigeon sent donc physiquement le nord. Il a le pif aussi bien équipé qu'un cockpit d'A320. Commandant, les systèmes de navigation sont HS. Damn! Mais comment nous allons faire? Mais qu'est-ce que... Comme si ça ne suffisait pas, les oiseaux migrateurs ont des cryptochromes dans l'œil droit. Ce qui leur permet de voir l'horizon se coloriser en violet quand ils regardent vers le nord. Sachant cela, vous ferez désormais preuve d'allégeance face aux pigeons. Ça alors? Il a retrouvé l'aéroport! Oh, on est sauvés. Sauvé! Non. Non! Oh non. Oui, bon, ces super pouvoirs s'arrêtent là, faut pas exagérer non plus. Alors le pigeon, c'est fait. Ah, passons aux chats. Oh, les chats, c'est si mignon. On devrait remettre des légions d'honneur aux éthologues Burrow et Waller qui ont étudié, accrochez-vous bien, l'expressivité de la tête du chat. Non sans mal. Pour nous, humains, le chat est un peu, niveau expression du visage, la Sylvie Vartan du règne animal. Ne me touche pas, Jean-Claude. Bah enfin quoi, chérie? Ne vois-tu donc pas que je suis triste? Bah non, Minouche. Pour vérifier ça, les chercheurs ont appliqué le Cat Facial Action Coding System. En gros, ils surveillent de très près, avec des caméras à haute résolution, les muscles responsables de l'expression du visage. Ah, c'est quasiment imperceptible, hein? L'expérience a été faite chez plusieurs animaux. Et accrochez-vous, le chimpanzé est moins expressif que le chien. Mais ils le sont moins que le cheval, qui lui-même est battu à plate couture par le chat. Eh oui, il est expressif, le chat. C'est juste que l'humain ne voit pas assez vite ces infimes modifications du visage. Merci, bande de nazes. Je suis super heureuse. Ça ne se voit pas, mais je sointe la joie. Plutôt que de mépriser les animaux, ouvrez vos yeux de taupe et tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.